Le premier candidat qui va prendre la parole est le candidat Maxime Blanchette-Jonquière du Bloc québécois. La parole est à vous pour 2 minutes. Le test, est-ce qu'on m'entend bien? Merci. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, prendre un moment pour remercier les organisateurs et organisatrices du débat. Merci de votre participation aujourd'hui. Donc, Maxime Blanchette-Jonquière, j'ai le privilège d'être député dans ces 12 Kinésites et Minnesota des Basses lors des 5 dernières années qui vivent. Je fais la politique parce que j'aime les gens, mais j'aime aussi ma région. Et j'aime trouver des solutions aux différents problèmes. Je pense que la situation actuelle, par rapport à la situation économique, préoccupe beaucoup de personnes. Mais en cette journée de Natal, j'ai envie de vous dire qu'au-delà de la crise tarifaire, il y a aussi la crise climatique qu'on oublie aussi. Dans cette crise climatique-là, j'ai observé au fil des dernières années au Parlement des partis qui s'intéressent peu importe ou pas grande importance à la crise climatique. Au-delà de l'économie, il y a aussi l'environnement. Si on n'a plus de planète, on ne peut plus développer notre économie. J'ai envie de vous dire qu'en tant qu'un jeune de la jeune génération, moi je crois au développement de l'économie, mais en respectant l'environnement. Dans notre plateforme électorale, je suis fier de vous dire que nous sommes le premier parti à avoir déposé une plateforme complète avec une série de mesures, notamment pour permettre justement de choisir un environnement sain, lutter contre les changements climatiques, trouver des mesures concrètes pour lutter contre le coût de la vie qui augmente de façon galopante au cours des dernières années, trouver des mesures aussi, des solutions pour proposer des logements. S'il y a bien une chose que j'ai remarqué au fil des années, c'est que peu importe les investissements qu'on accorde au logement, c'est toujours insuffisant. Il faut trouver de meilleures façons de construire plus rapidement, mais aussi efficacement, et que ce soit abordable. J'ai envie de vous dire aussi qu'une autre crainte, c'est la question des travailleurs, des travailleuses. Les gens sont inquiets de perdre leur emploi dans la situation actuelle. Il faut trouver des solutions pragmatiques, efficaces pour soutenir les travailleurs et les travailleuses, peu importe les secteurs économiques dans lesquels on est dans notre région. Alors, je suis fier de dire que le Bloc québécois a proposé une série d'outils et d'éventails pour permettre d'avoir des propositions qui sont réalistes, pragmatiques, mais surtout ancrées avec les réalités de notre région. Merci. Merci beaucoup. Le prochain candidat qui va prendre la parole, donc, qui est le candidat indépendant, Tony Lepage. Bonjour tout le monde. Peut-être vous rapprocher un peu du micro, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Rapprochez le micro. Bonjour tout le monde. Je fais toujours cette petite affaire-là, mais j'aime vraiment pas ça parler devant du monde. Fait que ça se fait que ma voix va shake un peu. Puis déjà, j'ai plus de voix aujourd'hui, fait que je suis vraiment désolé, ça va être pénible pour vous. Je me présente Tony Lepage, puis je suis candidat indépendant aux élections pour une décroissance conviviale. En cette journée de la Terre, c'est important de se réaliser que les promesses de toutes les parties, de tous les gouvernements de développement qui soit durable ou non, ben, il n'y a pas de résultat à ça. On continue à croire, on continue à détruire notre environnement pour rien. Il faut penser aussi aux générations futures. Je fais aussi partie de la génération future et on va voir comment on traite notre environnement, ça va nous revenir dessus. Nous, on est dans un pays qui on va avoir donc on va avoir les conséquences de la crise climatique en dernier. En ce moment, il y a déjà des pays qui sont en train de soit avec les grands feux, que les îles sont en train d'être ensevelies sous l'eau. C'est important de penser à l'action, c'est important de se sortir du système capitaliste qu'on a en ce moment et de penser à une autre façon de voir, de voir comment on produit, une façon démocratique, que la démocratie soit la plus directe possible dans nos quartiers, dans nos lieux de travail et dans nos écoles. C'est important aussi d'arrêter de voir notre vie comme qui est productive ou non. Il faut sortir, il faut qu'on vive une vie digne, une vie pleine. Et la seule façon qu'on peut faire ça, c'est de commencer à faire la décroissance tout de suite. Parce que c'est la seule façon qu'on pourra se sortir de notre crise climatique, la seule façon qu'on pourra se sortir de ce qui va arriver. Donc, c'est ça, prendre les décisions le plus direct possible dans tous les domaines qu'on a, que la politique, on devienne une créature politique, qu'on soit capable de vivre pleinement et de ne pas écouter ce que les grandes compagnies font pour pouvoir décider en accord avec le territoire qu'on a. Merci beaucoup. La prochaine candidate à prendre la parole, Mme Noémie Curé-Sidil. Koué en Wolastoqoué. Bonjour tout le monde en créole. Je vous salue d'une voix multiculturelle, d'une mère abitibienne, d'un père haïtien, tout en reconnaissant que j'habite et me suis ancrée sur une terre où vivait et où vit toujours la nation Wolastoqoué-Washipekuk. J'ai envie de célébrer la rencontre humaine dans un monde vécu où on est seulement de passage et on ne fait qu'emprunter le milieu de vie de celles et ceux qui nous suivront.
Merci aux organisateurs de nous accueillir toutes et tous sans discrimination arbitraire pour discuter avec vous ce midi. En ce moment, le Canada et le Québec sont complices du génocide perpétré contre le peuple palestinien et cette complicité est de nature politique et économique propre au capitalisme. Le capitalisme promettait un avenir meilleur aux jeunes et aux générations futures. Cette promesse est rompue. La jeunesse est plus anxieuse que jamais. Elle touche 1 jeune sur 5 et 30% des filles. Et avec raison, crise du logement, augmentation du coût de la vie, mais surtout bien occultée pendant cette campagne électorale, une perte de perspective dans l'avenir avec les ravages écologiques qui s'aggravent. Qu'on parle du réchauffement climatique, de l'acidification des océans, de l'accumulation des pollutions de l'air, de l'eau, du sol, de l'extermination de la biodiversité ou de l'érosion des sols. Les causes sont toutes les mêmes, les activités capitalistes. Et pourtant, les candidats des partis traditionnels nous promettent de poursuivre de plus belles ces activités au nom de la religieuse mais scientifiquement impossible croissance économique infinie. Je vous invite aujourd'hui à en sortir de ce monde faux, patriarcal et colonial qui nous mène au tombeau avec tout le vivant qui n'a jamais demandé de faire partie de cette course folle. Produire moins globalement pour produire démocratiquement, localement, partager plus pour ne plus laisser de personnes de côté et cesser de vivre sur le dos des peuples exploités et décider ensemble pour que non seulement nos voix comptent, mais que toutes nos décisions, ce soient les questions que nous nous posons nous-mêmes pour le monde que nous voulons. Place à la décroissance choisie. Wow! Merci beaucoup. Le prochain candidat prend la parole, le candidat indépendant, Raphaël Arsenault. Bonjour, on m'entend? Ok. Moi, je m'entends pas, désolé. Je m'appelle Raphaël Arsenault, je suis un musicien de formation, j'ai greffé dans le monde de la culture pendant une bonne partie de ma vie, puis la crise climatique me touche depuis longtemps au point où est-ce que je considérais que ma carrière de musicien était plus pertinente. Donc tranquillement, pas vite, j'ai commencé à m'impliquer au niveau politique, mais surtout au niveau local, parce que ça me semble être la seule endroit où est-ce qu'on peut vraiment mettre les mains à la porte et voir le résultat de notre action politique et engagée. Je me présente pour la décroissance aussi, mais je me présente pour une décroissance qui est cohérente. Je pense qu'on vit dans un monde où la politique est complètement décohérente. C'est une des sources de notre apathie, de notre désengagement politique, de voir que les changements climatiques est la plus grande menace à l'humanité, qu'on continue d'investir des milliards dans les véhicules, de voir que nos gouvernements de tous les paliers préfèrent construire des autoroutes ou des Costco ou des logements inabordables sur des milieux humides ou des endroits où l'écosystème est super fragile et important. Donc moi, ce que j'arrive aujourd'hui, je dis, la plus grande incohérence, en fait, c'est la croissance infinie dans un monde fini. Tout le monde peut comprendre ça. Tous les partis qui proposent une croissance infinie dans un monde fini sont donc désuets. Je vous invite à les jeter au vidange, ça ne sert à rien. Maintenant, on va être pragmatique et on va essayer de faire les choses autrement. On va réfléchir à une décroissance qui est choisie, qui est déterminée ensemble, puis qui se fait dans le fond au détriment de personne. Moi, je suis un gros partisan de la démocratie directe. Je pense que le pouvoir doit sortir de la base, partir du local, pour que justement devenir cohérent et voir l'impact de notre implication sur le territoire qu'on habite. Puis ça va nous donner une fierté qui est nulle part ailleurs en politique actuellement. Merci beaucoup. Donc, le prochain candidat prend la parole, le candidat du Parti libéral du Canada, Alexander Riefel. Vous avez 2 minutes et attendez un moment, s'il vous plaît. Nous avons donc, tel qu'annoncé tout à l'heure, l'arrivée de la candidate Darani Jorenbach, donc du Parti populaire du Canada. Merci beaucoup de joindre à nous. Donc, la parole maintenant est à vous, M. Riefel, pour 2 minutes. Donc, bonjour tout le monde. Merci de l'invitation au Cégep. Merci à Jean-François de nous inviter de nouveau. Donc, moi, je suis Alexander Riefel. Je suis résident de Saint-Mathieu 2010, auteur, actif dans l'environnement de la culture depuis 31 ans ici dans la région. Je me présente aujourd'hui pour demander votre appui pour la Santé des Parents du Canada étant candidat pour la première fois. La dernière fois que j'ai fait le cours de Sciences Po, c'était en 1981 au Cégep de l'Outaouais. Donc, vous pouvez diminuer un peu mon âge à la fonction de cela. M. Blanchette, tout le monde en parle, il m'a dernier, invité les Québécois, a voté en fait quelque chose pour M. Carney disant que c'est la personne qui va gérer la pays à partir de la 9 avril. Je présente aujourd'hui pour vous demander votre appui pour devenir membre de son équipe.
La question de l'urne est évidemment la souveraineté du Canada, qui est menacée par M. Donald Trump, qui menace à la fois l'économie, mais de plus en plus les institutions de savoir, entre autres les universités américaines, qui sont maintenant menacées de voir leur financement coupé de façon massive. La question de l'urne dans la Russie, la Mathéoria, et qui doit vous représenter à partir de 29 avril? Étant acteur dans divers domaines, environnement, écologie, culture, patrimoine, je peux avoir les compétences pour vous représenter. Et avec mes collègues, on va entendre beaucoup parler de la décroissance. Moi, je suis pour la décroissance également. Qu'on arrête de couper les arbres, qu'on arrête de construire dans les humides, qu'on arrête de saccager finalement l'environnement qui nous approche. Mais je suis aussi pour une croissance des budgets de cégep, pour les universités, pour la recherche, une croissance dans la mise en œuvre des fleuves, une croissance pour la protection du patrimoine, une croissance pour la culture et la protection de la langue française, une croissance planifiée, structurée, organisée, une croissance que M. Carney nous offre à partir du 29 avril. Merci. Merci beaucoup. Donc, la prochaine candidate à prendre la parole est Mme Lisanne Piqueur-Paquin du parti Rhinocéros. La parole est à vous. Non, j'ai pas de micro. All right. Moi, mon programme, c'est de dénoncer le statu quo. Vous avez part 1, 2 minutes de suite, 1 minute à la fin. Le statu quo, c'est des campagnes électorales de dizaines de millions de dollars pour convaincre le peuple. Juste les frais de campagne alloués au Parti libéral, c'est l'équivalent du montant brandi comme déficit du CI3S du Bas-Saint-Laurent pour justifier la fermeture de l'urgence à Tromston. Le statu quo, c'est le soutien indéfectible du Canada à Israël. C'est la radio d'État, Radio-Canada, qui s'ostine encore à ne pas parler de génocide en Palestine, alors qu'on ne compte plus les morts tellement c'est effrayant d'imaginer des dizaines, voire des centaines de milliers de cadavres s'entasser sous nos yeux, avec le soutien et la complicité de tous et toutes les députés qui se contentent de résolutions trafficotées pour éviter de reconnaître l'État palestinien et qui n'ont toujours pas réussi à bloquer les 95 millions de dollars d'exportation militaire. Le statu quo, c'est le génocide qui se continue ici aussi, alors qu'on détruit le territoire essentiel à la survie des cultures autochtones, que plusieurs communautés autochtones n'ont toujours pas accès à l'eau potable et que près de 10 ans après le début de l'enquête sur les femmes et filles autochtones disparues et assassinées, il n'y a toujours aucune mesure concrète sur les 231 mesures proposées. Le statu quo, c'est la violence fondée sur le genre, alors qu'on comptait 25 féminicides en 2024 pour la province du Québec seulement. Une personne est morte à toutes les 2 semaines l'an dernier. Dans la province seulement, parce que les services d'aide aux personnes victimes de violences entre partenaires intimes sont débordés, parce que le masculinisme fait un retour en force dans nos écoles, parce que les gouvernements ne voient que des colonnes de dépenses quand vient le temps d'investir dans le filet social, parce que les députés se contentent de voter des motions qui n'aboutissent à rien de concret, parce que les pancartes électorales et les salles de spectacle banalisent ces violences en offrant encore une tribune publique aux agresseurs, comme Yves-François Blanchet et le catch avec Bernard Adamus. Merci beaucoup. Donc, la prochaine candidate à prendre la parole est donc la candidate du Parti populaire du Canada. Vous avez 2 minutes, Mme Taramé Jamet-Mac. Bonjour à tous. Peut-être parler plus près du micro, s'il vous plaît. Bonjour à tous, je présente le Parti populaire du Canada, le PPC, pour illustrer dans ma carrière. Nous avons des plans très différents des autres partis populaires, des autres partis fédéraux, les conservateurs, les libéraux, l'ONDP et aussi le Bloc québécois, principalement. Nous voulons tout d'abord abolir la gestion de l'offre et aussi les règlements restrictifs concernant la vente de produits agricoles depuis plusieurs années. Nous avons de grands problèmes dans tout le secteur agricole. Nous avons perdu beaucoup de population dans les villages. Auparavant, les familles avaient beaucoup d'enfants. Les Canadiens qui étaient nés ici, ils faisaient l'agriculture. Donc il y avait la vente locale de nos produits agricoles. Malheureusement, maintenant la vente est exclusivement dans la main d'une minorité en fait, dans les zones agricoles. C'est un problème majeur dans les villages qui a fait la perte de population partout, non seulement au Québec, mais aussi dans les autres provinces au Canada. Et depuis plusieurs années, le gouvernement malheureusement a mis la main sur les services sociaux. Ils ont fermé les écoles primaires, secondaires, les bureaux de poste, la caisse des jardins, etc. C'est un problème qui apparemment ne concerne pas les autres partis
puisqu'ils s'en fichent complètement de la perte de population dans les zones agricoles. Il y a donc le plan de la fermeture de villages et la migration interne dans les grandes villes. Donc le Parti populaire du Canada doit absolument abolir ce règlement excessif pour la revitalisation des zones agricoles. C'est un besoin urgent et immédiat dans le pays. La deuxième, en fait, difficulté qu'on trouve dans le pays, c'est un défi, concerne l'immigration de masse. Nous voulons faire un moratoire, donc une suspension donc sur l'immigration et garder un bilan du budget national équilibré, parce que malheureusement le budget n'est pas équilibré et maintenir une façon de 150 000 immigrants, pas plus, parce que c'est un problème majeur. Merci beaucoup. Donc, nous abordons le deuxième bloc de notre rencontre aujourd'hui, du débat d'aujourd'hui. Un bloc où chaque candidat devra répondre à des questions individuelles qui ont été préparées par le comité organisateur, donc des questions ciblées en lien avec leur programme, leur déclaration ou la campagne en général. Donc, tout d'abord, là, on va déterminer que le premier candidat au hasard qui aura à répondre à une question spécifique est le candidat Alexandre River du Parti libéral du Canada. Donc, après près de 10 ans au pouvoir, le Parti libéral fait face à une importante usure du pouvoir qui a mené à la démission de son chef, Justin Trudeau. Plusieurs promesses phares sont restées sans suite, comme la réforme électorale. Et le manque de plan clair pour un retour à l'équilibre budgétaire a été vivement critiqué. Pour relancer le nom du parti, les membres ont choisi Mark Carney comme nouveau chef. Nommé premier ministre sans avoir été élu, sa campagne mise fortement sur les tensions économiques avec les États-Unis et la menace d'une guerre tarifaire, présentant son leadership comme un rempart face aux politiques de Donald Trump. Dans ce contexte où la peur semble devenir le moteur central de la campagne libérale, pourquoi les électeurs devraient-ils croire que ce nouveau leadership incarnera de vrais changements plutôt qu'une simple stratégie pour conserver le pouvoir? La parole est à vous, à M. River. Vous avez 2 minutes pour répondre. Merci pour la question. Je ne souhaite pas contredire les propos de la question, mais je vais le faire quand même, parce qu'en effet, M. Carney est arrivé au pouvoir il y a à peine un mois. Notre système parlementaire fait en sorte que c'est le parti politique qui choisit un leader qui assure donc le poste de Premier ministre pour la durée du mandat. M. Carney, après quelques semaines, il demande aux électeurs de soutenir sa candidature comme Premier ministre du Canada. Donc, il a fait ce qu'il faut, il a fait ce qu'il fallait faire, puis sa programme est évidemment un programme de confiance et pas de peur. C'est une campagne menée sur l'invitation aux Canadiens de lui accorder la confiance. Confiance pour bâtir un pays fort, confiance pour répondre à la menace de M. Trump, une confiance pour changer. Oui, il y a des ministres importants, dont Éric Joly, Stephen Guilbeault et bien d'autres qui restent dans la ville. Mais il connaît énormément la personne qui s'ajoute, qui sont la maire de Vancouver, un Prévost, moi-même ou d'autres, qui s'ajoutent à une partie qui se renouvelle grâce aux personnes qui s'ajoutent au parti. Voilà le programme qui était dévoilé dans les différents débats et plus récemment en partie. Vous allez constater un programme très étoffé, avec des défis budgétaires évidents, parce qu'à la fois, on souhaite faire face aux menaces de M. Trump, bâtir une défense nationale appropriée, répondre aux enjeux environnementaux, soutenir la culture et bien d'autres défis qui sont maintenant à l'horizon. Donc, je pense que la réponse de M. Carney est claire. C'est un changement de cap, c'est un changement de direction, c'est un changement de leadership que M. Carney affirme et que moi je souhaite moi aussi faire partie d'une équipe gagnante qui va bien sûr mener le pays avec brio et avec confiance pour les prochaines 4 ans. Merci beaucoup. Donc, la prochaine question est destinée au candidat indépendant Tony Lefebvre. Donc, vous portez une critique assumée du système politique, économique et social en place. Dans le cadre électoral qui ne vous assure pas d'être élu, quelle capacité de transformation espérez-vous réellement mobiliser par votre candidature? La parole est à vous pour 2 minutes. Excusez-moi, en fait,
le pouvoir qu'il faut qu'il fasse, c'est après les élections. Les élections, on nous dit dans le système que c'est la seule fois qu'en étant, l'une des seules fois en étant citoyen, on peut avoir un pouvoir politique, mais c'est pas vrai. C'est après, la lutte doit continuer, on doit reprendre le pouvoir aux plus basses institutions, au plus bas dans nos quartiers, dans nos lieux de travail, dans nos écoles, comme je disais tantôt. Donc, c'est sûr que se présenter en ce moment, c'est pour aussi prendre un peu la tribune qui est donnée par le système, qui d'habitude est quand même assez fermé, pour pouvoir aller discuter avec le monde, puis pouvoir dans chaque région, dans chaque quartier, dans chaque ville, dans chaque village, comment on peut reprendre le pouvoir en fait en étant citoyen, quel groupe existe déjà qui est déjà dans cette direction-là, puis où sont les luttes. Et c'est plus un moment d'utiliser la tribune que l'État nous donne pour pouvoir participer à la lutte, après ça, puis faire la convergence des luttes, parce qu'on fait ça dans chaque village. Il y a plein de groupes qui existent en ce moment. Donc, le changement, il se fait à partir de tout le monde. C'est pas moi qui amène le changement avec un manifeste écrit de 50 000 pages. Il faut que tout le monde ait le pouvoir, donc c'est ça. Merci beaucoup. La prochaine question est destinée à Maxime Blanchette-Jonca du Bloc québécois. Traditionnellement, le Bloc québécois s'est donné pour mission de promouvoir la souveraineté du Québec et de défendre ses intérêts, en s'appuyant sur les consensus de l'Assemblée nationale. Cependant, pour la campagne électorale actuelle, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette, a à plusieurs reprises salué le travail du gouvernement de la CAQ sur différents enjeux nationalistes opposant le Québec au gouvernement fédéral. Cette posture a conduit certains observateurs à qualifier M. Blanchette de porte-parole fédéral du gouvernement caquiste, notamment en raison de sa défense appuyée de la loi 21 sur la laïcité. Par ailleurs, plusieurs candidats bloquistes ont lancé des appels au vote visant à rallier les électeurs fédéralistes québécois en faveur du Bloc québécois. Il est à noter que le premier ministre actuel, François Legault, est un ancien souverainiste dirigeant désormais un parti ouvertement fédéraliste de la CAQ. Le Bloc québécois a-t-il modifié sa position traditionnelle en levant l'île fédérale de la CAQ à Ottawa? Merci pour la question. Le Bloc québécois est un fier parti nationaliste. Vous avez même que c'est une coalition. Il y a des gens du Parti libéral du Québec, des gens de la coalition du Québec, des gens du Parti québécois, des gens de Québec solidaire qui sont au Bloc québécois. Donc, de dire qu'on porte uniquement la voix de ce parti, c'est faux. Le Bloc québécois défend avec Léon toujours les consensus de l'Assemblée nationale du Québec. Et je vous donne un exemple concret. Le rapport d'impôt unique, c'est une motion adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale du Québec. Alors, c'est faux de dire que c'est juste la CAQ. Même chose. Bon, on peut parler sur la question de l'économie québécoise versus l'économie canadienne. Donc, dernièrement, à l'Assemblée nationale du Québec, nous avons eu une motion. L'ensemble des partis, Coalition du Québec, Québec solidaire, Parti québécois et Parti fédéral du Québec, pour dire que notre économie est différente du Québec versus les autres économies canadiennes. Alors, c'est tout de l'extractivisme qui démontre que le Bloc québécois défend les positions de l'Assemblée nationale du Québec qui est composée de différents partis. On comprend évidemment que la question de l'indépendance, c'est pas à Ottawa que ça se passe, c'est à Québec. Mais cependant, on s'est toujours donné pour mission de défendre les intérêts du Québec, peu importe les partis qui les représentent. Évidemment, qu'on a des consensus clairs, haut et fort, on se doit de prendre position à l'Assemblée nationale du Québec et ramener ces positions-là, que ce soit sur les questions de culture, d'identité, de langue, d'immigration. Alors, le Bloc québécois, c'est le seul parti qui ne fait jamais aucun compromis des intérêts du Québec face aux autres partis fédéraux qui doivent parfois faire plusieurs acrobaties entre l'Alberta, la Saskatchewan, l'Ontario ou les Maritimes. Merci beaucoup. Donc, la prochaine question s'adresse à la candidate du parti Rhinocéros, Lisanne Picker-Party. C'est moi ça. Allez. Le parti Rhinocéros est reconnu pour son approche satirique de la politique canadienne depuis plusieurs décennies. Il attire l'attention avec des promesses volontairement absurdes et son humour décapant. On peut lire sur son site, tant qu'à voter pour les clowns, choisissez les plus drôles. En tournant la politique en dérision, ne craignez-vous pas de renforcer le cynisme, notamment chez les jeunes, et de contribuer à leur désengagement plutôt qu'à une réflexion critique ou à une participation active? La parole est à vous. Ben, c'est pas la politique qu'on tourne en dérision, c'est le système électoral.
C'est tout le processus ici où on a des gens qui nous disent des mots creux comme oui, on va investir pour l'environnement, en même temps qu'ils sont en train de saccager les territoires, on va défendre les intérêts du Québec en diminuant les quotas d'immigration et en empêchant les personnes de venir profiter de notre beau territoire. Bref, ce qu'on dénonce, c'est pas la politique, c'est pas d'en faire la politique. Et d'ailleurs, moi, je suis ici pour vous parler d'un moment encore plus important selon moi que les élections, c'est la grève sociale. Parce qu'au-delà du vote, si on veut vraiment des changements, ce qu'il faut, c'est s'unir, se rassembler, agir ensemble. La grève sociale, c'est du 28 avril au 4 mai. Il y a plusieurs rendez-vous. Je vous invite à venir prendre des petits flyers ici si vous voulez. Grande manif pour le logement social le 30 avril. Grande manif anticapitaliste le 1er mai à Rivière-du-Loup. Rassemblement des luttes pour le vivant le 4 mai à Saint-Simon. Il y aura aussi, pour les gens qui veulent continuer la lutte, comme le disait Tommy, le 11 mai, on a une assemblée populaire au Cégep ici même pour continuer à s'organiser ensemble, à mettre en place des réelles initiatives qui ne prennent pas 4 ans et des budgets faramineux. Yes! La prochaine question est destinée aux candidats indépendants. Raphaël, comme candidat indépendant, porte un message axé sur la décroissance. Or, pour plusieurs, surtout les jeunes touchés par l'inflation et la crise du logement, ce projet peut sembler théorique ou déconnecté. En quoi la décroissance peut-elle répondre concrètement aux besoins urgents de la population étudiante, notamment en matière de logement? Vous avez 2 minutes. Je vais parler. Merci. OK. Donc, moi, je ne me présente pas sur la décroissance exclusivement, je me présente sur la décroissance cohérente. C'était juste une petite Je pense que j'arrive avec un message qui est plus global, qui n'arrive pas avec des solutions toutes faites cuites en bouche pour les gens qui subissent, dans le fond, les effets du capitalisme. Donc, pour moi, je pense que c'est important qu'on commence par analyser les causes qui ont provoqué cette crise du logement-là. Puis ces causes-là, ben, c'est l'avidité, en fait. C'est l'avidité systémique qui est laissée à elle-même. Le système politique actuel n'a pas les outils pour freiner ça. Donc, moi, je vous amène avec ce constat-là. Est-ce que j'ai une solution rapide comme ça? Ben, j'en ai des solutions, il y en a plein qui existent. Il y a de sortir le logement des marchés, il y a le partage, la mise en commun, la question du logement. Ça, c'est toutes des choses qui se font déjà dans le monde, mais qu'on n'entend jamais parler dans les médias, puis on n'entend pas les politiciens parler non plus. Mais c'est des choses qui vont se mettre en action si on s'engage là-dedans en tant que population. Sortir le logement du marché, ça s'est fait à plein de places. Bernie Sanders l'a fait quand il était maire au Vermont. Ça se fait à Montréal, de plus en plus, c'est quelque chose qui va se répandre, l'idée d'avoir des fiducies. Donc ça, c'est des options concrètes, mais c'est des options qui parlent de la population, puis qui sont de peine et de misère, souvent à reculons, acceptées par les politiciens en place. Donc oui, si on veut régler la crise du logement demain matin, ben moi j'ai envie de vous dire, il y a des solutions à aller partager des maisons. Moi je suis en colocation présentement avec un retraité, là. Donc, on mise sur la mise en commun, mais si on va aller plus loin que ça, puis réparer le système, il faut sortir le logement du marché. Merci beaucoup. Donc, prochaine question destinée à Mme Noémie Bureau-Civil, candidate indépendante. Les crises climatiques, économiques et sociales exacerbent les mouvements migratoires à l'échelle mondiale, en augmentant les demandes légitimes d'hospitalité et de solidarité envers les personnes migrantes. Comment conciliez-vous un projet politique axé sur la décroissance avec l'accueil et l'intégration humaine, sociale et économique des personnes migrantes? La parole est à vous. Excusez, c'est juste drôle parce que je suis la fille d'un immigrant, fait que, en tout cas, je trouve que parler de cette question-là en termes de nombre et de quotas, c'est absolument inhumain et déshumanisant. La décroissance en est une qui est écoféministe et solidaire, donc évidemment qu'on va s'organiser ensemble pour organiser dignement l'accueil des personnes migrantes et migrantes qui, rappelons-le, la raison pourquoi elles quittent le lieu qu'elles chérissent et leurs proches,
C'est parce que leurs conditions de vie ont été démolies par le capitalisme dont nous, on profite, mais que eux, dans l'histoire, n'auront jamais profité. Donc, de fermer la porte aux personnes migrantes, les laisser crever dans la mer, c'est absolument inconcevable. Et le droit de résidence devrait être en fonction, le droit de citoyenneté devrait être simplement en fonction de la résidence d'une personne qui vit un milieu, qui participe à la société que nous devons construire ensemble en commun, sans discrimination, en rappelant que nous sommes sur des terres non cédées. Donc, on n'a aucun droit de refuser personne. Tout ceci doit se faire en s'organisant. Donc, on a le temps de le réfléchir ensemble pour que ce soit fait à notre façon, dans l'accueil. Donc, je comprends pas qu'on pose encore ces questions-là en ce moment. Ouais. Voilà, j'ai rien à dire de plus. Bravo! Bravo! La prochaine question c'est à Mme Taramé Génévac et du Parti populaire du Canada. Le Parti populaire du Canada propose de réduire drastiquement l'immigration, d'abolir le programme de réunification familiale, de mettre fin au droit du sol pour la citoyenneté, de supprimer la loi sur le multiculturalisme, d'imposer des tests de valeur canadienne et de supprimer la gestion d'offres en agriculture. Pourquoi défendre un parti dont le programme vise à restreindre considérablement l'immigration, l'accueil et la diversité et la protection de nos agriculteurs? La parole est à vous. Je vous rappelle qu'il y a des milliers de Canadiens qui chaque année perdent leur logement en raison de l'hypothèque de la banque. Donc, le Parti populaire du Canada va résoudre le problème de l'immigration de masse. Nous ne sommes pas contre les immigrants. Moi, je suis d'origine iranienne. En 2003, que je suis entrée au Canada, on avait une immigration correcte et limitée. On était environ 150 000 immigrants. Au contraire des propagandas dans les médias, nous ne sommes pas contre l'immigration. Par contre, nous avons une solution concrète. Nous voulons faire un moratoire. Ça veut dire une suspension temporaire sur l'immigration, faire le budget national équilibré. Nous sommes le seul parti fédéral qu'on veut faire ça. Les autres partis fédéraux complètement s'en fichent des problèmes économiques internes. Donc, ils veulent faire entrer de plus en plus les immigrants, construire des logements, ceux qui veulent. En fait, même il y a des partis qui pensent qu'il faut faire entrer encore plus d'immigrants. En 15 ou 200 000, alors qu'il y a des Canadiens qui sont nés qui perdent leur logement chaque année. Donc, il faut. Non, il y a des hypothèques de la banque. La banque prend la possession. C'est selon la statistique. C'est pas à cause de l'immigration. Le Parti populaire du Canada va faire un budget national équilibré et ensuite garder la limite de 150 000 immigrants par position dans l'île. Abolition des frontières! Et aussi le règlement restrictif. Nous avons la solution complète pour un besoin immédiat et urgent dans les zones agricoles. Nous voulons abolir ces règlements qui ont fait la perte des petites et de moyennes tailles. Il y a beaucoup de familles canadiennes qui sont nées ici, qui ont perdu leur ferme, ils ont quitté les villages et on a une perte de population drastique dans les villages. Donc on est le seul parti fédéral qu'on a la solution concrète pour la réouverture des services sociaux dans les villages. C'est un besoin urgent. Merci beaucoup. Donc, nous avons le prochain bloc pour lequel nous aurons des questions précises et nous demandons des réponses précises aux candidats. Tous les candidates auront 1 minute pour répondre. Les questions proviennent de la première d'un comité d'étudiants et d'étudiantes. Elles touchent le logement. Alors, chaque candidat devra répondre en 1 minute à la même question. La dernière construction de logements spécifiquement identifiée pour la population étudiante par l'organisation Utile à Rimouski offre un studio pour le prix de 736 $, ce qui représente 58% du revenu complet d'un étudiant travaillant à temps partiel. Comment comptez-vous offrir des logements pour lesquels les étudiants n'auront pas à se ruiner? Alors, dans l'ordre, la première candidate qui devra répondre est Mme Noémie Bureau Civil. Oui, la première des choses, c'est d'arrêter les promesses de congés de taxes
sur l'achat des nouvelles propriétés parce que dans les faits, ça augmente l'inflation du marché spéculatif. Deuxième point, des étudiants et étudiantes devraient avoir un revenu de base garanti parce que quand on est aux études, on apprend à devenir citoyen et à construire le monde de demain. C'est hallucinant qu'on fasse poser sur leurs épaules en plus le fait de subvenir à leurs besoins en même temps qu'ils étudient. C'est énorme étudier. L'autre point, logement accessible. Des logements sociaux, ça se fait à Vienne. La majorité des logements sont sociaux. Mettre en commun, utiliser les bâtiments qui ne servent plus pour faire du logement social dedans. On en a plein de bâtisses comme ça à Rimouski, dont au fédéral, il y a plein de bâtiments qui pourraient être réaffectés. Merci beaucoup. Donc, le prochain candidat à répondre est le candidat Raphaël Arsenault. Ben, moi, je pense que Noémie a pas mal dit ce que j'avais envie de dire. J'aimerais ça qu'on l'applaudisse. J'ai pas terminé, mais je suis quand même un partie prenante de tout ce qui est la mise en commun. Je pense qu'il y a beaucoup d'espace inutilisé présentement à Rimouski et dans la circonscription. Ces espaces-là sont... Si on empêche les gens d'habiter ces espaces-là par une série de règlements, la question de la propriété privée, c'est difficile d'être en contact de mettre en contact les gens pour qu'ils partagent des milieux qui sont souvent inutilisés. On a beaucoup de grandes maisons pleines de villes en ce moment, des lieux désaffectés, etc. Tout ça à cause des systèmes, des règlements mis en place. Donc, moi, je propose qu'on remette en question et qu'on aille dans cette direction-là, la mise en commun encore plus. Merci beaucoup. La prochaine candidate qui aura à répondre à la question qui traite des logements est Mme Lisanne Piqueur-Paquin du parti Rhinocéros. Il faut savoir que le loyer là, des logements de l'utile, c'est le nom qui a été nommé, mais aussi si on veut un stationnement, c'est 110 $ par mois supplémentaire. Je propose de baisser le loyer, mais d'augmenter le coût des stationnements pour s'assurer d'arriver à balancer les chiffres, comme on dit. Pour vrai, expropriation. Exproprions les propriétaires qui abandonnent leurs bâtiments. Récupérons les ateliers Saint-Louis pour en faire du logement social. Il faut absolument que la seule solution à la crise du logement, c'est le logement social qui ne cherche pas à faire du profit sur le dos du besoin de se loger. Il faut arrêter tout le financement au logement abordable. Le logement abordable, c'est un leurre. Le logement abordable, c'est financer du logement qui est loué à la moitié, non pas la moitié, mais à la moyenne du loyer de la ville. Si tous les propriétaires décidaient que les loyers étaient à 3 000 $ par mois, ça deviendrait un logement abordable. C'est un non-sens. On doit arrêter de financer le logement abordable et financer uniquement le logement social hors marché. Merci. La prochaine candidate qui aura à répondre à la question est la candidate du Parti populaire du Canada, Mme Taramé Jarenbach. La stratégie qu'il faut faire, en fait, mettre en œuvre, c'est complètement différent des petites manœuvres que les autres partis proposent. Il faut arrêter immédiatement les subventions internes pour les organismes mondialistes. Le gouvernement fédéral a gaspillé depuis plusieurs années des milliards de $ chaque année pour les projets externes, pour les organismes mondialistes comme les Nations Unies, comme le Forum économique mondial, pour les projets qui n'ont rien à voir avec les besoins internes du pays. Ces milliards de $, évidemment, en partie, peuvent être investis pour le marché de travail, aussi pour l'amélioration en fait, des prix des logements. Et les étudiants peuvent en être bénéficiaires. Donc, ce problème n'est pas réglé et les autres partis fédéraux, malheureusement, n'ont pas ça dans le plan. Le problème des étudiants ne va pas être réglé définitivement. Merci beaucoup. La prochaine question sera répondue par le candidat du Bloc québécois, Maxime Blanchette-Jonca. Vous avez 1 minute. Merci pour la question. Écoutez, j'ai participé activement au projet du développement de construction de logements étudiants utiles. Et moi, je vous ai déjà posé la question aux jeunes utiles. Pourquoi le gouvernement fédéral, les libéraux n'ont jamais priorisé le logement étudiant comme prioritaire? C'est la réalité, c'est la vérité. C'est pas une priorité pour eux. Donc, quand ils ne demandent pas d'argent, c'est une question de critères, de priorité, de question de logement. Je veux même vous dire que le projet utile, je suis d'accord à 737 $ par mois. J'ai déjà été étudiant au CERN de l'Université du Québec à Rimouski, je n'aurais pas pu me permettre ça. Alors, quand ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de temps.
Et je dois vous dire que j'ai pu constater que le gouvernement fédéral retenait les sous à Ottawa et le projet de l'art a été retardé de pas 6 mois, 1 an. Alors, il y a des gens qui ont des projets, il y a de l'argent qui dort dans les coffres à Ottawa. Assurons-nous de prioriser le logement étudiant. Ça coûte moins abordable également. Je dois le dire, social. Il faut redéfinir la question de l'abordabilité. Quand c'est rendu des logements à ces prix-là, c'est une question d'abordable. Il faut serrer la vis au flip immobilier et sortir du marché privé des logements locatifs. Merci beaucoup. La prochaine question, toujours la même, sera répondue. La parole est à vous pour 1 minute. Toujours avec le même thème. Bonjour. Je vais pas prendre tout le temps parce que je trouve que la réponse a été très bien répondue par Noémie, Ivan et Raphaël. Et que je vais juste retourner sur les points qui sont importants. Donc, logement social hors marché, exproprier les propriétaires des bâtiments qui sont abandonnés, de remettre ça à la population. Surtout, le plus important, c'est le revenu de base garanti, qui est peut-être la première étape pour se sortir du mode on vient en vente productiviste, que la seule façon qu'on peut avoir quelque chose dans la vie, c'est d'être productif dans la société. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Parce que c'est qui décide qui on est productif? Ben, c'est les boss. C'est le gouvernement et c'est les grands industriels et les grands capitalistes. Donc, il faut se sortir de ça. On a le droit à avoir une bonne vie guidée, donc comme universelle, comme ça, le loyer, même si on est étudiant, on pourra quand même au moins espérer de pouvoir avoir un loyer et d'avoir des études sans devoir utiliser notre temps pour avoir un travail et après ça avoir de la difficulté dans nos études. Merci beaucoup. Alors, toujours sur le logement étudiant, le candidat du Parti libéral du Canada, Alexander Rieford. 1 minute. Je connais un peu le dossier, en réalité, moi-même responsable des résidences étudiantes à l'Université de Toronto pendant 10 ans. Le plus facile et le plus rapide des solutions, c'est de sortir au marché privé de logement étudiant. On a des campus, on a des expertises, on a de l'espace, on fusionne massivement sur les campus, qui se trouvent aussi à l'université. Construire des résidences multigénérationnelles aussi. Le modèle des écoquartiers est un modèle de coopérative où la construction même fait vivre l'organisme qui fait la construction. Saluer les initiatives de coopératives. Je pense que c'est un modèle qu'on peut implanter facilement. C'est déjà eu des succès ici. Les quartiers multigénérationnels et utiliser d'ailleurs le financement, des financements croisés. Par exemple, la biomasse forestière, qui fait en sorte qu'on va vivre les économiques et qu'on va construire les résidences avec du bois qui provient de la région. Merci beaucoup. Donc, pour la prochaine question, nous allons utiliser un ordre inverse. Donc, M. Rieford vient conclure, devra débuter. La question provient toujours de notre panel étudiant. Alors, en préambule, les chefs fédéraux mentionnent beaucoup la question des pipelines et de leurs avantages économiques et désavantages économiques. Selon vous, est-il possible de garder une bonne économie tout en préservant l'environnement? Donc, la parole est à Alexander Rieford du Parti libéral du Canada pour 1 minute. Merci la question. Moi, je gère des juridiques depuis 31 ans où on a pu acheter une croissance raisonnable, expérimentée ou l'innovation qui a rendu. Donc, c'est possible. C'est possible d'exploiter les ressources naturelles de manière écologique. C'est difficile, mais c'est un défi à laquelle on doit se donner comme société. D'ici 2030, on doit protéger 30% des territoires. D'ici 2035, on doit éliminer l'ensemble des véhicules à base d'essence et diesel. Donc, le défi est grand, mais nous devons être là pour préconiser ce type de mesures pour qu'on puisse aller plus vite, plus loin. Oui, avec des mines. Merci beaucoup. Le prochain candidat à répondre est le candidat indépendant, Tony Lefebvre. La parole est à vous pour 1 minute, toujours sur le même type de question. À bonne équipe, juste pour commencer. Yes! On ne prend même pas pour comprendre de ça en ce moment, quelle question. Okay. Mais pour aussi, pour sortir de l'économie, on parle de croissance, on parle du développement durable, mais on est dans une planète où les ressources, il y a un nombre limité. Le développement, qu'est-ce que ça inclut? La croissance, c'est quelque chose, une accumulation à chaque année, c'est impossible. Il faut se sortir de ce mode-là. Il faut se sortir de notre pensée de l'économie, c'est juste quelque chose d'inventé par des économistes pour avoir une job. Il faut ramener une production qui est locale, une production qui est à l'échelle humaine.
une production qui est pour répondre à nos besoins immédiats, pas vivre dans la luxure, parce que si on veut vivre dans la luxure, il faut en enlever à l'autre, et généralement, tout le temps, les personnes qu'on enlève, c'est aux autochtones, aux personnes qui sont, aux femmes, aux personnes qui sont non-genrées, aux personnes qui ne sont pas typiquement masculins, c'est hétéros, et aux personnes qui ne vivent pas dans l'Occident, les personnes qui habitent en Afrique, qui habitent en Asie, et dans l'Amérique latine, c'est à eux qu'on en fait. Il faut se sortir de ce mode-là. Merci. Merci. Le candidat vous donne ses voix maintenant. Maxime Blanchet-Jonca. Oui, donc, penser de lutter contre les changements climatiques et de construire des pipelines, c'est contre la science. Alors, nous, que la libéral et la conservateur sont contre la science. Un des deux, on est pas mal certain, mais l'autre, on commence à avoir des doutes. Le Parti libéral du Canada, aujourd'hui, nous dit qu'on va être une super puissance énergétique. Il faudrait qu'on explique comment une personne en Pologne qui va mettre de l'essence canadienne, ça fait en sorte d'assurer notre sécurité énergétique. Donc, au bout c'est un projet de pipeline qui va assurer 35 emplois. Mais en réalité, on a de la difficulté à trouver des travailleurs à la construction pour rénover, construire nos écoles et rénover nos hôpitaux. Et là, il faudrait qu'on construise un pipeline. Moi, j'ai juste le goût de vous dire qu'on veut juste pousser un agenda qui a amené aucun intérêt économique pour le Québec. C'est contre-productif pour la lutte contre les changements climatiques. Alors, je m'oppose fortement à ça. On ne peut pas construire des pipelines pour développer et lutter contre les changements climatiques. Faire des mines dans La candidate du Parti populaire du Canada, Tarani Javelbach, sur la même question, environnement et pipelines. L'amélioration des projets environnementaux et investir pour l'environnement, c'est une fausse promesse. Ce sont des fausses promesses tant que le budget national n'est pas équilibré. C'est comme l'abaissement des impôts. Pendant plusieurs décennies, les gouvernements nous ont donné des fausses promesses en disant que les impôts vont baisser. Et maintenant, les autres partis sont en train de donner des fausses promesses que pour l'environnement, ils vont investir, alors que des milliards de dollars chaque année, le gouvernement fédéral gaspille pour les projets externes, pour les organismes mondialistes. Donc, le Parti populaire du Canada est le seul parti fédéral qui doit arrêter ces subventions pour les investir à l'intérieur du pays, donc de faire le budget national équilibré. Ne pensez pas à ce qu'on dit, c'est vrai. Ne vous comptez pas à nos paroles. Allez sur les sites web des partis fédéraux et regardez qu'ils font sur les enjeux. Ils n'ont aucune promesse, ni sur l'environnement, ni sur la gestion de l'eau pour régler les problèmes de la population dans les villages, ni sur les autres politiques nécessaires qui prétendent qu'ils ont. Vous confiez maintenant sur les paroles, mais cliquez sur les enjeux, sur les sites web, et vous allez voir. Merci beaucoup, c'est tout le temps qui vous était imparti. Donc, la prochaine candidate prend la parole, toujours sur le même sujet, Mme Luzanne Picard-Paquin, du Parti Rhinocéros. Il y a eu des mobilisations populaires monstres pour bloquer le projet Énergie-Est par le passé. Je ne vois pas pourquoi on remet sur la table l'idée de construire des pipelines. Les projets vont encore être bloqués par la population. Le projet de pipeline Trans Mountain que le gouvernement fédéral a acheté, il faut savoir aussi que ça a été réalisé à coût de milliards dans la GRC pour empêcher les Wet'suwet'en de défendre leur territoire, les traîner en justice et salir leur réputation. Donc, il n'y a pas de pipeline propre, il n'y a pas d'énergie propre. Quand le Bloc parle d'énergie propre, c'est de la déforestation pour des éoliennes, c'est de la déforestation pour des lignes d'hydro qui ne servent pas à alimenter nos maisons, qui servent à alimenter l'industrie. Il y a une demande croissante de l'industrie pour de l'énergie. C'est ça qu'on essaie d'alimenter quand on nous parle d'énergie propre. Merci. Donc, le candidat indépendant Raphaël Arsenault. La parole est à vous pour 8 minutes. Allô. Moi, je veux juste souligner qu'on a eu des candidats bloquistes élus depuis longtemps. On a eu un parti libéral au pouvoir depuis longtemps. Est-ce que notre économie s'est améliorée? Non. Est-ce que l'environnement s'est amélioré? Non. Donc, je pense que ces systèmes-là, c'est pas parce qu'ils sont pas de bonne foi, c'est juste que ce système-là est un échec. Donc, on doit en ce moment réduire notre empreinte en tant qu'humanité, mais aussi au Canada, on a une des empreintes écologiques, qui est l'empreinte de GS, qui est plus large au monde. Donc, on ne peut pas garder notre économie au privilège en ce moment et être durable au niveau environnemental. Ces privilèges-là, en passant, moi, je ne considère pas que c'est quelque chose qui nous rend heureux. D'avoir la plus grosse maison possible, le plus gros champ possible, c'est pas ça qui rend heureux, c'est le contentement. C'est ça qu'il faut viser.
pour déterminer c'est quoi nos besoins et où est-ce que se situe notre limite, plutôt notre contentement au niveau économique. Il faut décider ensemble ça. Mais je suis certain qu'une profil de population est mise à l'écart dans ces processus. Merci beaucoup. Donc, la dernière candidate à répondre à la question, Mme Noémie Bureau-Civil, candidate indépendante. Donc, si la question c'est est-ce que c'est possible de rallier l'économie avec l'écologie, s'il s'agit de l'économie qui est majoritairement enseignée dans les écoles jusqu'à ce jour, ce qui est scandaleux, une économie d'accumulation infinie telle que promue par le capitalisme fossile, c'est pas possible. Si c'est selon un capitalisme basé sur le développement durable comme le bloc le premier, c'est pas possible non plus. Il y a une accumulation d'évidence scientifique qui dit que le découplage entre la croissance économique n'est pas possible avec une réduction des ravages écologiques. Scientifiquement, ça ne marche pas. Alors, c'est une autre économie à laquelle il faut réfléchir et qu'il faut organiser ensemble. Une économie d'échanges féconds qui maintienne nos milieux de vie vivants et qui se fait dans le partage pour que personne ne soit laissé de côté. La prochaine et la dernière question du bloc provient du marché public de Rimouski. Donc, en préambule, plusieurs acteurs parlent d'une crise alimentaire. Les mangeuses vivent de l'insécurité alimentaire. Les banques d'aide alimentaire peinent à répondre aux besoins. Les producteurs-productrices, surtout ceux qui œuvrent à petite échelle, quittent leur ferme et cessent la production par manque d'énergie ou de ressources. Que proposez-vous comme solution pour répondre à cette crise alimentaire? Nous allons écouter par Mme Noémie Bureau-Civil. Ah, c'est pas beaucoup mélangé, hein, les ordres de parole. C'est ordre inverse. Ouais, je sais, mais en tout cas. Donc, comme piste de solution, il faut revenir à un mode de production de subsistance basé sur l'économie paysanne, revenir à des petites productions diversifiées. Donc, il faut sortir de la pression qui est exercée notamment par l'UPA qui fait en sorte que les fermes pour subsister doivent devenir toujours de plus en plus grosses, produire de plus en plus de gros volumes destinés à de l'exportation plutôt que de l'autonomie alimentaire locale. La sécurité alimentaire, c'était censé être une mesure temporaire, mais on l'a éternisé, c'est devenu un marché à part entière. Il faut sortir de ça avec des revenus minimums garantis pour les producteurs-productrices, pour les mangeuses aussi, et il faut faire que la production soit une production conventionnée qui soit à visée sociale. Donc, le prochain candidat à répondre est le candidat Raphaël Arsenault, candidat indépendant. Oui, merci. Moi, je pense que le métier d'agriculteur, agricultrice, producteur et productrice, c'est un métier qui devrait être revalorisé, qui devrait être represtigié, si on veut. Je trouve que c'est beaucoup plus important au niveau justement de la soutenabilité d'une communauté locale, d'avoir accès à une nourriture qui est fabriquée ici, et aussi qui est résiliente, en fait, de soumettre notre alimentation aux lois du marché. On voit qu'est-ce que ça peut faire. Ça fait une économie mondialisée qui est ultra fragile à tous les soubresauts, que ce soit la COVID, que ce soit la crise environnementale. Et ça fait aussi qu'on est dépendant, en fait, de la hausse des prix qui servent seulement à assouvir l'avidité comment on appelle, de ceux qui donnent l'argent aux grandes compagnies. Bon, excusez, j'ai perdu mon mot. Mais voilà, je pense qu'il faut réinvestir aussi au niveau du cœur notre production alimentaire locale. Il faut qu'on se dédie aussi en tant que population à soutenir ces gens-là qui font la production. Merci beaucoup. La prochaine candidate à répondre est la candidate du Parti Rhinocéros, Mme Lisanne Piqueur-Paquin. La parole est à vous. Revenu de base pour tout le monde, c'est sûr que c'est une bonne façon de résoudre la crise alimentaire. Mais comme je crois que tout le monde, en fait, au dernier débat, s'était entendu que c'était une bonne idée, je ne m'attendrai pas là-dessus. Je voudrais vous parler des lobbies de l'agrochimie. En fait, le gouvernement fédéral rencontre très souvent des lobbyistes qui viennent vendre des pesticides, qui viennent pousser pour la vente aussi d'OGM et qui rendent les agriculteurs et agricultrices dépendants de leurs produits. Il faut savoir qu'il y a un gros phénomène de porte tournante où plusieurs députés, après avoir été députés, deviennent lobbyistes pour l'agrochimie. Moi, ce que je propose, c'est des portes tournantes directement vers la prison.
même question sur la crise alimentaire, la candidate Belbach. La revitalisation des zones agricoles, est-ce que malheureusement tout le monde a oublié parmi les politiciens? En fait, le Parti populaire du Canada propose d'abolir les règlements restrictifs qui ont fait la perte des fermes de petite et de moyenne taille. Malheureusement, beaucoup de Canadiens qui sont nés dans les zones agricoles ont quitté les villages. On a une perte de population drastique dans les villages. Donc, nous voulons abolir tous ces règlements pour la revitalisation des zones agricoles pour que les familles puissent vivre paisiblement et de vendre nos produits de façon locale. Ceci aura l'impact direct non seulement sur la qualité des produits agricoles, mais aussi sur l'économie dans le pays. Et c'est ce que les partis politiques doivent faire et malheureusement ne pensent pas à ça. Merci beaucoup. La parole est maintenant au candidat du Bloc québécois, M. Maxime Blanchet-Jonca. La parole est à vous. Oui, question bien pertinente. Tout être humain doit manger chaque jour, normalement. Alors, c'est un besoin essentiel. Donc, deux mots que j'ai envie de vous partager, résilience alimentaire et souveraineté alimentaire. Résilience alimentaire, j'ai été forcé de constater qu'il y a des programmes qui sont pris avec le gouvernement fédéral, notamment pour soutenir nos producteurs en période de trouble, que ce soit avec les changements climatiques, la sécheresse qu'on a connue dans la région dans les dernières années, des inondations trop de pluie, donc c'est impossible de faire certains types de production. Il faut les soutenir adéquatement et financièrement. Il faut surtout revaloriser le travail de producteurs. Je viens d'avoir contribué à des efforts pour soutenir des soutiens en service de santé mentale avec des travailleurs de rang. Chose qu'on propose au Bloc québécois également, c'est l'interdiction des pesticides. Il faut transiter vers une autre alternative. Et également, il faut aussi s'assurer de pouvoir protéger le modèle agricole québécois. Ça passe par la gestion de l'offre, un modèle qui permet de stabiliser les prix et aussi garder les parts de marché pour les producteurs locaux. Merci beaucoup. La parole est maintenant au candidat indépendant, Tony Lefebvre. Vous avez une minute. J'ai bien aimé les réponses de 3 candidats à la table, puis je ne vais pas les nommer. Vous savez, je pense de qui je parle. Donc, c'est sûr que c'est important de revoir la façon qu'on produit la nourriture. On a une relation qui est totalement déconnectée. Quand on s'en va pour nourrir, après ça, on n'a aucune idée de qu'est-ce qui se passe dans notre assiette. Puis on est tellement déconnecté de la chaîne de production que c'est après ça qu'on voit les conséquences dès qu'il y a un petit trou qui se passe dans cette chaîne-là. C'est là qu'on commence à avoir la crise et qu'on ne peut pas le régler. Il faut décentraliser les décisions. Il faut que, comme on a déjà dit, que le mode de production de subsistance revienne dans les régions, que ce soit des modes de production paysanne en accord avec l'environnement, puis en accord avec aussi qu'est-ce qu'on peut produire sur notre territoire. Il faut regarder d'autres façons de voir. Il faut aussi sortir des échanges, des accords de libre-échange qui vont juste donner de l'argent aux grandes industries qui sont canadiennes, québécoises, américaines, et que la production revienne aux petits producteurs avec une valorisation de ce métier-là dans les écoles. On apprend tout à savoir comment produire la nourriture pour qu'on participe à ce mode de production-là. Merci beaucoup. La dernière réponse de Alexander Rayford à la crise alimentaire. Vous avez une minute. Je suis moins producteur agricole, je suis né sur une ferme aux Hermitistes. On a fait beaucoup, la première journée au Québec, de ne pas utiliser des pesticides de synthèse ou d'herbicides parce qu'on souhaitait démontrer l'exemplarité. C'est une des solutions, c'est que le cégep ou l'université ou les hôpitaux utilisent exclusivement autant que possible les produits de la région. On a visité la semaine, ce week-end, le mine des ketchup à Padoue. Ils ont la misère à remplir le ketchup de Padoue produit dans la région, dans les hôpitaux, dans les universités. C'est pas de sens. On a des producteurs de grande qualité qui, si je le message de la région, c'est que nous avons un modèle qu'il faut appliquer ailleurs. Nous avons des agriculteurs performants, des petites fermes, la protection agricole. On a vraiment une avance sur la plupart des régions du Québec. Et on peut exporter notre savoir-faire parce que nous avons des agriculteurs performants qui sont d'ailleurs valorisés via le marché public. C'est un grand succès de Rimouski qui est au village. Donc, on a de quoi exporter, pas juste les produits, mais aussi l'expertise qu'on s'est développée ensemble depuis des années. Dans l'ordre, Alexander Rayford, vous avez une minute pour conclure. Merci de l'écoute. Merci Jean-François d'avoir animé ça avec Bruno encore. Donc, en guise de conclusion, la question brûle pour le Canada et l'avenir du Canada. Sa souveraineté face aux menaces économiques et de l'idéologie néfaste de la Maison Blanche de Donald Trump. Encore cette semaine, M. Trump se fait sentir sur nos entreprises et les fonds de pension et nos retraités.
Bientôt, on verra le résultat des tests à la fois sur les prix des automobiles, des fils de légumes, des produits pharmaceutiques et bien d'autres. Moi, je vais être à la table, je vais être votre voix, je vais être le défenseur fort de la région, je souhaite votre appui. Merci. Merci, Lord. Merci beaucoup. Prochain candidat à répondre. Donc, la parole est à M. Tommy Lefebvre, candidat indépendant. Merci de votre écoute et de votre participation. Quand le show des élections va être fini, puis que tout le petit jeu qu'on fait en ce moment, puis finalement va rien changer, puis nous devons continuer la lutte. C'est pas moi qui est le meilleur dans le calendrier des événements qui se passent, mais il y a le 1er mai qui arrive avec une manifestation, comme on l'a dit, à Rivière-du-Loup. Il y a aussi la grève sociale qui arrive. Il faut continuer les luttes, il faut commencer à participer aussi dans les luttes et continuer le combat. Parce que c'est pas une grande décision, ça va se faire. Il y a le génocide qui continue à Gaza. Le Québec et le Canada sont des entreprises coloniales et on continue d'exploiter les terres qui sont autochtones. Les autochtones sont encore présents et on parle de eux comme s'ils avaient disparu. Ils sont encore là, ils continuent la lutte, il faut les supporter. On doit continuer la lutte et si les élections, c'est pas là que ça se fait. C'est juste un show, c'est pas vrai, guys. Il faut continuer, il faut amener une vraie démocratie que tout le monde peut avoir du pouvoir de temps. Merci beaucoup. Bravo! Donc, le candidat, M. Raphaël Arsenault, pour le mot de la fin. Vous avez une minute. Bon, on s'était pas parlé avant, mais ça se ressemble un peu. Je pense que la politique traditionnelle, c'est comme un jeu dont les dés sont piqués. On a un mode de scrutin qui fait que 30% de la population peut élire une personne de façon majoritaire. La plupart des votes d'abstention les votes d'abstention ne sont pas comptabilisés. C'est uninominal à un tour. Tout ça est croche, ça fait qu'on n'est pas vraiment en démocratie. Il y a aussi le fait que les médias vont favoriser les partis plutôt que les indépendants comme nous. Donc, dans une vraie démocratie, chaque personne est supposée avoir un pouvoir qui est égalitaire. Il y a des débats qui sont rapides, comme on a vu aujourd'hui, où est-ce que des gens qui sont peut-être moins favorisés au niveau de la facilité de parler vont être moins considérés. Moi, je pense qu'on est dû pour reprendre la démocratie entre nos mains. Puis comme disait Tommy, c'est pas juste le temps des élections où est-ce que ça se passe au quotidien. Il y a des choses qui se trament. Soyez à l'écoute, soyez à l'affût. Il y a des organisations, il y a des projets qui s'en viennent pour mettre cette démocratie-là en action. La candidate du Parti populaire, Mme Tarani Javedat, la parole est à vous. Vous avez 2 minutes pour conclure. La revitalisation des zones agricoles et le problème qui concerne la fermeture des services sociaux dans les villages et la perte drastique de la population dans les zones agricoles. Donc, c'est ce qu'on propose. Nous, le Parti populaire du Canada, on est engagé de le faire. Et aussi, le problème de la résolution, l'immigration de masse, en fait, nous voulons mettre fin à ce problème en ayant un budget national équilibré, avec un moratoire, une suspension temporaire et une immigration raisonnable de 150 000 migrants, pas plus comme dans les années 2000, pour résoudre les problèmes internes. Nous voulons arrêter toutes ces subventions externes pour les projets mondialistes, pour les investir pour la santé publique et pour les autres besoins de notre pays. Merci beaucoup. Donc, la parole est maintenant à la candidate indépendante, Mme Noémie Bureau-Civil. La parole est à vous. Le gouvernement de Sa Majesté a 158 ans. Ce système est un boulet colonial et patriarcal qui nous tire vers le fond alors que nous avons plus que jamais besoin de nous hisser ensemble à la hauteur des plus grands défis de l'histoire de l'humanité. Retroussons-nous les manches face aux décennies de ravages causés délibérément par le capitalisme qui, pour fonctionner, exploite les milieux de vie et les êtres vivants dont nous faisons partie. Aujourd'hui, le 14 avril dernier, à l'UQAS, qui s'approche de vrais débats politiques, a eu lieu. Le capitalisme et son exigence de croissance illimitée ont cessé d'être envisagés comme des réalités indiscutables et indépassables. Ce type d'événement ne doit plus rester une exception. Partout, faisons fleurir de tels débats avec une priorité pour la voix populaire. Le débat politique ne doit plus être confisqué par des professionnels qui ne font qu'aménager l'ordre en place.
Libérons-nous de cet ordre sinistre. Joie dans les luttes. Vive l'organisation populaire. Vive les communs. Vive la souveraineté alimentaire paysanne. Vive la démocratie directe et vive la décroissance. Merci beaucoup. Maxime Blanchette-Jonca, du Bloc québécois, sera suivi de Mme Elisabeth Picard-Paquin, du Parti démocrate. Merci de votre présence et de votre participation aujourd'hui. J'ai envie de vous dire de voter avec votre cœur et votre tête. De ne pas voter sur des gens qui essayent de semer la peur, le doute, la crainte. Mais plutôt d'aller sur l'espoir, le courage, la persévérance. Et moi, je suis très content de voir des jeunes participer à ce débat-là aujourd'hui. Je vous invite à le faire au cours des derniers jours de cette campagne électorale, mais surtout vous intéresser à la politique à tous les jours. Ça concerne tout le monde, peu importe notre âge, peu importe notre bagage d'expérience qu'on a. J'ai envie de vous dire que le Québec, c'est une nation généreuse qui a su passer au fil de l'histoire à travers plusieurs crises. Et on a tous les outils en notre possession pour pouvoir faire face à la situation, autant sur le plan économique, social, culturel. Donc moi, je crois qu'en se serrant les coudes, on est capable de faire de grandes choses ensemble pour exprimer nos différences. Et c'est pour ça que je souhaite que le Québécois soit représenté. Parce que nous sommes une minorité dans le Canada, et cette minorité, elle doit être respectée, elle doit s'affirmer, et elle doit être aussi entendue à Ottawa. Merci. Merci beaucoup. Madame Elisabeth Picard-Paquin, vous avez une minute pour conclure. Le statu quo, c'est les menaces de déportation, la détention des personnes immigrantes et l'abandon du plan de régularisation des statuts que les libéraux ont fait miroiter pendant plus d'1 an. C'est des familles séparées parce qu'on préfère le compte-gouttes administratif à la solidarité internationale. C'est parler de main-d'œuvre essentielle plutôt que d'être humain. C'est parler de sécurité aux frontières plutôt que de sécurité physique des réfugiés. Le statu quo, c'est la destruction accélérée des milieux naturels. 34 milliards pour un pipeline, 7 milliards pour une compagnie de greenwashing à batterie qui a fait faillite. C'est une politique de plafonnement des GES de l'industrie pétrolière qui va prendre encore 5 ans avant d'être appliquée, sans aucun plan pour la réduction à la source, mais plutôt la promesse d'un pétrole à faible émission. Le statu quo, c'est le pillage des ressources minières du Congo et d'Amérique latine par des multinationales canadiennes qui profitent en toute impunité du massacre des populations locales. Le statu quo, c'est le génocide au Soudan passé sous silence. Le statu quo, c'est tes pills pour dormir, pour pas paniquer quand t'entends tout ça. C'est tes amis qui se suicident quand ils en peuvent plus. Le statu quo est en train de nous tuer, mais ensemble, on veut le briser. Brisons le statu quo en seulement des possibles ailleurs que dans des débats stériles comme aujourd'hui. Candidate également, pour votre présence généreuse, pour le temps que vous avez pris également. Malgré le court préavis, je tiens à le mentionner, donc le comité organisateur, entre autres constitué de mon collègue Martin Laroche, qui est devant ici, qui était votre minuteur, et homme bien impliqué dans l'organisation avec Benoît Colette, aussi plus bas, donc plus beau d'enseignants. Merci beaucoup à vous. Je remercie le projet de l'Institut pour l'opportunité de nous avoir permis de débattre aujourd'hui également. Et les candidates vont devoir quitter, mais pourront être interpellés là, si vous avez des questions, vous pouvez venir les rencontrer également. Alors, bonne fin de campagne électorale tout le monde. Au revoir.